à toutes et à tous. Je suis Aliette Angerville, de chez Viaduc. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour ce webinaire avec un REX de la RATP et l'accompagnement aussi de l'UGAP. Donc, je suis accompagnée de Marie-France Sananikon, qui est ingénieure commerciale chez Viaduc, de monsieur Mohamed Bouchema, qui est donc de la RATP, et de Esmaën Bardi, qui est chef de produit à l'UGAP. Je vous propose peut-être de patienter encore un tout petit peu le temps que tout le monde nous rejoigne, si vous voulez bien. Eh bien, écoutez, je vous propose du coup de démarrer ce webinaire donc avec le témoignage de la RATP sur comment la crise Covid-19 a accéléré la digitalisation de la formation des équipes en télétravail. Donc, je vous ai parlé de nos intervenants. Je vais les laisser se présenter rapidement. Du coup, on va commencer par vous, Monsieur Bouchema, si vous voulez bien. Oui, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord effectivement les équipes de Viaduc et de l'UGAP pour l'invitation, pour effectivement ce retour d'expérience. Donc, je suis Mohamed Bouchema, je suis au département SIT, qui est en fait la DSI de la RATP, qui gère les systèmes d'information et télécom. Et je suis en charge au sein d'une équipe qui s'appelle COS, donc Conception d'offres de services dans l'entité qui s'occupe de l'environnement de poste de travail et qui s'occupe notamment de l'assistance aux utilisateurs, donc DSU, support et services aux utilisateurs, de gérer notamment l'adoption et l'accompagnement et l'adoption aux nouveaux usages, dont les outils collaboratifs. Voilà. Bonjour, je suis Esmaën Bardi, chef de produit référent à l'UGAP. Je suis en charge de l'animation d'offres de services, notamment l'offre de formation professionnelle que nous avons proposée à tous nos clients depuis 2015. Bonjour, Marie-France Sananikon, donc société Viaduc. Je suis ingénieure commerciale depuis 2015 chez Viaduc et historiquement dans la filiale et du groupe depuis 2011. Et je porte depuis 2015 ce marché avec Esmaën Bardi et ravie de vous recevoir, Monsieur Bouchema, en tout cas pour ce retour d'expérience. Et bienvenue à tous. Merci. Alors, on va juste se présenter rapidement. Marie-France, du coup, je te laisse la parole. Continuer, sur la présentation un petit peu de Viaduc et puis on enchaînera avec Esmaën pour l'UGAP et Monsieur Bouchema pour la RATP. Très bien. Alors, qui sommes-nous, Viaduc? Donc, nous sommes une société de conduite et d'accompagnement du changement appartenant au groupe Neurone. Nous avons en fait plusieurs activités qui sont donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du conseil, de l'ingénierie, de la formation, donc sous plusieurs formes, donc multimodales. Nous sommes spécialisés aujourd'hui, depuis quelques années, sur le digital learning, conception sur mesure. On fait également de la tierce maintenance formation, qui est une activité de pérennisation des dispositifs d'accompagnement que l'on met en place, que ce soit de la conduite ou de l'accompagnement du changement. Et on intervient sur tous les sujets qui sont d'ordre technologique autour des systèmes d'information, mais également généralistes sur certains sujets. On travaille principalement sur tout ce qui est aussi organisationnel et processus métier, et tout ce qui est lié à la réglementation. Très bien. Esmaën, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'UGAP, s'il vous plaît? Donc, l'UGAP est une centrale d'achat public qui propose une multitude de produits et de services à destination de la clientèle publique. L'UGAP propose donc initialement l'offre de service était plutôt orientée service au bâtiment et puis s'est élargie vers des services RH, des services de conseil et d'accompagnement pour tous ces clients publics. On a sélectionné Viaduc en 2015 pour l'offre de formation e-learning sur mesure liée aux outils informatiques. Et on peut vous dire que depuis, ça se passe très, très bien. Merci beaucoup. Et puis donc, Monsieur Bouchema, si vous voulez rajouter quelques petites choses sur le groupe RATP et peut-être plus un petit peu votre entité. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, c'est assez compliqué de synthétiser tout l'historique et les activités du groupe RATP. C'est sûr. C'est une entreprise qui est relativement connue, notamment par nos participants. Mais en fait, il faut avoir en tête que la RATP en fait, est un groupe et un groupe international. Bien souvent, on réduit en termes d'image la RATP au transport parisien. Mais en fait, il faut bien avoir en tête que c'est un groupe de plus de 60 000 personnes
et qui est implantée dans plus de 12 pays, puisque faut savoir que la RATP, effectivement, s'occupe des transports parisiens, mais remporte également des marchés en province et également à l'international sur les différents continents pour exploiter notamment des lignes de métro, tramway, etc. Et donc, on a un certain nombre de filiales au sein du groupe qui s'occupent, en termes de relais de croissance, de développer l'activité et l'offre de la RATP. Et par ailleurs, il faut savoir que dans le monde, en fait, c'est 12 millions de voyages, dont 10% par des touristes sur la partie, on va dire, parisienne. Et concrètement, il faut savoir que le groupe RATP est vraiment engagé dans des vraies politiques, démarches de transformation, puisqu'on a des enjeux très structurants en termes d'ouverture à la concurrence, notamment dans un premier temps concernant le bus. Et donc, effectivement, cela s'accompagne notamment de projets au niveau du groupe sur des transformations, sur de la transformation digitale. Et donc, concrètement, pour donner un exemple, au travers notamment de ce qu'on construit en termes de smart city, c'est de faire en sorte qu'on puisse aussi avoir des agents qui soient au cœur du digital avec des tablettes, des smartphones, des applications et être complètement connectés et en phase avec le moment et l'avenir. Et donc, c'est très, très important d'avoir ça en tête, effectivement, que le groupe RATP est un groupe très large avec des enjeux assez forts en termes de transformation. Et pour terminer sur effectivement ma situation, je suis donc au sein de ETIT, qui est un des acteurs clés de cette transformation digitale, hein, concrètement, puisque c'est la DSI du groupe RATP qui est engagée dans de larges mouvements effectivement d'évolution technologique, hein, et les outils collaboratifs sont un des éléments des pans de cette transformation et qui va être un peu l'objet aussi du REX notamment. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, alors du coup, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Et du coup, c'est Marie-France qui va commencer par nous présenter et nous parler un petit peu de l'état des lieux de la digitalisation dans les services publics. Merci Aliette. Pardon. Voilà, l'idée de cette slide, c'était de remettre un petit peu, de recartographier la digitalisation des services publics. Donc, j'ai refait une petite frise chronologique parce qu'aujourd'hui, il y a un événement marquant qui est le Covid-19 qui rentre un petit peu dans l'histoire aussi de cette digitalisation. Donc là, on démarre voilà, dans une e-administration donc, en 98, donc, où il y a eu un premier programme en fait, qui a été élaboré. Puis ensuite, cette création en 2000, 2 ans plus tard, pour généraliser en fait les procédures et devenir administration à accès pluriel pour tous les usagers citoyens. Donc, donner de l'information, devenir un peu plus transparent sur ce qui se passe aujourd'hui et comment aussi mettre en place des démarches personnelles dans son quotidien. 2014 à 2007, donc gros projet ADEL, donc c'est un projet qui aujourd'hui a été remplacé, enfin aujourd'hui en 2012, qui a pris le relais par France Numérique 2012, et c'est là où il y a vraiment cette transition numérique et digitale au sein de l'État. Donc nous avons en fait en 2014 notamment donc une date clé où il y a un projet ministériel qui consiste en fait à unifier donc les systèmes d'information qui permettra ensuite aux administrations d'avoir un socle commun de logiciels et matériels pour pouvoir échanger les informations ensemble et simplifier toutes les démarches administratives. 2015 a été surtout une grosse période pour l'UGAP. Donc j'ai mis une petite pastille rouge. Donc la centrale d'achat a mis en place un plan d'innovation et d'appui à la digitalisation des services publics, donc vers cette transition numérique et pour cette inclusion du numérique au niveau de l'État. Esmaël, si tu as des commentaires à rajouter en complément. Oui, je pourrais ajouter en fait que ce n'était pas une initiative prise uniquement par l'UGAP. En fait, l'UGAP a été sollicité par ses tutelles et notamment la direction des achats de l'État pour se positionner et accompagner les clients publics vers plus de digitalisation et vers une facilitation de l'accès au numérique, aux innovations et aux PME.
qui produisait ces innovations. Et donc, c'est pour cette raison en fait qu'on a inclus dans notre appel d'offres un fort enjeu pour l'innovation et notamment pour le e-learning lié aux outils informatiques. Merci Esmaël. Et puis 2020, comme vous l'avez vu récemment, donc Covid-19 qui a fait son apparition et qui a donc dû, par la force des choses, donc accélérer donc la transformation digitale, surtout des modes de travail. Donc aujourd'hui, donc les agents publics ont été amenés à travailler donc à domicile pendant la période du confinement. Et puis, ce qui a accéléré également, donc c'est l'inclusion du numérique auprès des citoyens, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer dans les administrations et il a fallu aller vers Internet, vers les différentes plateformes qui existent pour pouvoir faire ces démarches administratives. Covid-19, donc une accélération des nouveaux modes de travail et un changement de culture qui a été à accompagner. Et aujourd'hui, donc, ces établissements publics, notamment au niveau de la direction des systèmes d'information de ces administrations, donc, ont été très, très demandés et très sollicités dans leur entité pour mettre en place toutes les solutions en fait, de télétravail en urgence. Donc, dès le 17 mars, pour pouvoir équiper donc, leurs agents, mais également accompagner leurs utilisateurs dans la formation, la prise en main d'outils de collaboration, et puis également d'outils métiers auxquels ils avaient accès donc sur place au bureau. Voilà, aujourd'hui, c'était comment se connecter à distance, comment télétravailler dans les meilleures conditions. Donc, il a fallu mettre en place plusieurs stratégies d'accompagnement et de formation. Pour revenir à l'UGAP, donc l'UGAP s'est beaucoup mobilisé justement sur tout le territoire pour pouvoir distribuer au sein de différentes administrations publiques des services informatiques, des logiciels, du matériel, voilà, afin que tout le monde puisse pouvoir maintenir son activité. Et là, pour l'avenir, donc ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse réflexion qui est en place, donc des stratégies qui commencent à se monter pour pouvoir justement travailler sur les nouveaux modes de travail et les nouveaux usages en informatique. Et là, je vais laisser la main donc, à M. Bouchema pour expliquer son expérience par rapport à la crise Covid et comment Viaduc a pu l'aider donc à mettre en œuvre ces actions justement d'équipement. Ah oui, excusez-moi, j'avais une petite excusez-moi, un petit peu avant. Donc, vous pouvez recartographier simplement nos clients avec lesquels nous avons travaillé dans le cadre du marché du Gap. Nous avons travaillé sur des sujets de dématérialisation principalement depuis 2015, sur les nouveaux modes de travail, sur la conformité aux réglementations qui sont apparues, donc qui sont liées justement au décret de 2012, et puis la RGPD également. Et nos clients qui ont voulu passer aussi un cap sur la digitalisation de la formation. Je vous ai mis quelques exemples, notamment donc, le conseil départemental des Yvelines, qu'on a accompagné durant 1 an et demi donc sur les solutions d'Atoll, sur le courrier entrant, sur le e-parafeur par exemple, ça doit vous parler certainement, administrations publiques qui sont connectées aujourd'hui. L'Assemblée nationale sur IDOC Group pour pouvoir dématérialiser donc, les bulletins de salaire et sur les nouveaux modes de travail, donc on a HAS qui nous a récemment rejoint donc, pour les accompagner sur Teams en e-learning. Très bien, bah, écoute, merci Marie-France. Et donc, on poursuit effectivement avec Monsieur Bouchema. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, on va se prendre un petit peu de temps pour donner un peu de visibilité sur un retour d'expérience sur le dispositif qu'on a mis en place pour accompagner nos utilisateurs dans le cadre effectivement de l'adoption des outils collaboratifs. En fait, comme je l'ai indiqué en introduction, il faut savoir que la RATP effectivement est engagée dans un profond projet de transformation digitale qui a été initié notamment au travers de la mise en place d'Office 365 et qui a amené notamment toute une panoplie d'applications, dont des outils collaboratifs, qui est quand même l'élément central de cette solution.
Et par ailleurs, on a eu des vrais sujets autour du télétravail, puisque après une phase pilote mise en place initialement en termes de télétravail, il y a eu un choix de le généraliser. Et donc, qui dit télétravail dit effectivement nouveau mode de fonctionnement à distance. Et donc, l'idée, effectivement, ça a été de voir dans quelle mesure assurer la promotion de ces outils et surtout comment faire en sorte que les utilisateurs puissent se les approprier. Et donc, cela tire derrière une offre d'accompagnement sur laquelle on a travaillé avec Viaduc et l'UGAP en termes d'avant-projet, puis ensuite de déploiement par la suite, ce qui va être présenté. Et effectivement, on l'a indiqué, hein, la crise du Covid-19 avec le confinement et le télétravail entre guillemets subi a fait qu'il a fallu faire en sorte que cette crise soit également une source d'opportunité pour revoir notre mode de fonctionnement et tirer le profit plein sur les outils collaboratifs. Et donc, concrètement, on a eu des populations qui se sont retrouvées du jour au lendemain à distance, à devoir effectivement organiser des réunions, des conférences, partager des documents à distance, sans forcément bien appréhender les outils collaboratifs dont Teams, qui est vraiment l'élément central pour nous aujourd'hui. Et donc, par la suite, l'idée, c'est de vous expliquer un peu comment on a mis en place le dispositif qui se nomme en interne chez nous les rendez-vous collaboratifs, au travers de sessions et des différentes formules qui ont été mises en place. Dans un premier temps, auprès des agents du département SIT. Donc, pour rappel, SIT, c'est la DSI de la RATP. Donc, il y avait un vrai engagement de notre direction pour effectivement accompagner cette adoption. Et ça, c'est un élément clé à prendre en compte. C'est qu'il faut vraiment un engagement de la direction pour effectivement faire en sorte que ce type de dispositif soit bien appréhendé avec les différents acteurs de l'entreprise. Et puis après, on y reviendra sur l'élargissement, la généralisation à l'ensemble des agents de la RATP. Donc voilà, donc on va essentiellement parler effectivement de l'adoption de Teams, en sachant que Teams encapsule un certain nombre d'applications qu'on verra par ailleurs. Donc, par rapport à cette organisation, en fait, qu'il faut avoir en tête, c'est que ça a été un projet transverse qui a impliqué bien sûr des parties prenantes de la DSI RATP, donc de SIT, avec notamment une mission com qui nous a accompagnés, communication qui nous a accompagnés dans le fait de diffuser l'information et faire en sorte que les agents, en tout cas dans un premier temps de SIT, puissent profiter de ce dispositif. Et puis lors de l'élargissement effectivement à l'ensemble des agents, on a travaillé avec la com groupe. Et puis, bien entendu, un partenariat très, très étroit avec Viaduc en phase de mise en place. Et puis, en avant-vente, effectivement, la préparation avec l'UGAP en arrière-plan, mais qui a été aussi un élément important. Donc, vous avez là, dans le cadre de la frise chronologique, les différentes phases. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la phase 0, en fait, les rendez-vous collaboratifs, les sessions devaient être menées en présentiel. Donc, lorsqu'en fin d'année 2019, début d'année 2020, on a conçu le dispositif, il était prévu en fait d'avoir des sessions avec des managers pour leur équipe sur la base d'un catalogue d'offres pour dire bah voilà comment organiser une réunion avec Teams, comment partager des documents, comment stocker des documents sur OneDrive, etc. Il y a eu en début d'année, si vous vous souvenez bien, des épisodes qui ont été quand même assez importants, comme la grève, qui a amené un certain nombre de personnes à aussi se retrouver à travailler à distance, hormis le mouvement de télétravail qui était déjà engagé. Et puis en mars, en fait, il y a eu la crise du Covid-19 qui a amené un confinement de fait de population d'agents devant travailler à distance. Et là, on s'est dit, bah voilà, soit on est réactif et on réadapte nos dispositifs, ou bien on met en stand-by et puis on se dit bah, quand le confinement sera terminé, on reviendra sur notre formule présentielle. En fait, cette deuxième solution, elle n'a pas été retenue, vous pensez bien, parce que ça aurait été en fait ne pas être à l'écoute des besoins terrain. Et en fait, on a préféré complètement revoir notre copie et proposer des sessions à distance. Et donc, c'est pour ça que dès mars, nous avons conçu avec les équipes de Viaduc
une ingénierie du dispositif pour proposer des sessions à distance avec des Teams, ce qu'on appelle essentiels. Donc, grosso modo, c'est mon best-of de Teams, comment je peux maîtriser en 1 heure de session les fondamentaux de Teams, donc un vernis global. Et puis, en phase suivante, on a déployé des Teams avancés. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des sessions d'1 heure. Donc, ces sessions d'1 heure, c'est 10 personnes au maximum pour animer par effectivement un acteur de Viaduc et dont l'ingénierie est assurée en amont par la RATP et Viaduc, et proposer des Teams focusés sur des usages. Donc, on a mis en place Planner, OneDrive, OneNote. Et puis, par la suite, à partir de mai, là où on avait des sessions qui étaient focusées agents SIT, agents de la DSI, en fait, on les a ouverts à l'ensemble des collaborateurs RATP. Parce qu'en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des initiatives au niveau du groupe RATP qui allaient dans le même sens, d'amener nos agents à maîtriser les outils Teams. Et donc, on a eu un vrai travail collaboratif pour le coup avec notamment la communication du groupe RATP pour mutualiser nos efforts et faire en sorte qu'on construise une offre pour l'ensemble des agents RATP. Et par la suite, on a apporté un complément en juin qui a consisté à mettre en place des SAV, des rendez-vous collaboratifs. Donc les SAV, c'est quoi? C'est en fait, on s'est rendu compte au travers des sessions que les personnes aimaient bien rester un peu plus longtemps pour parler de leurs problématiques personnelles sur les outils Teams ou pour revoir des manipulations ou des choses très particulières. Et on s'est dit que ce serait intéressant de proposer des créneaux de 30 minutes maximum avec un animateur et que ce soit un rendez-vous personnalisé, individualisé, au cours de laquelle, en fait, l'agent a la possibilité de questionner l'animateur et d'avoir des éléments de réponse. Donc voilà un peu comment ça s'est construit de janvier jusqu'à juin. Et puis on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant sur ce qui a été fait. Alors un petit aperçu sur les actions de communication, parce que ça a été vraiment un élément très important, hein. On a énormément communiqué sur notre intranet qui s'appelle Urban Web, avec des articles, des relances, de l'enrichissement de l'offre. Je vous parlais des teams essentiels, ensuite des teams avancés, et pour amener via un processus d'inscription assez simple, amener les agents à s'inscrire et avoir effectivement ce rendez-vous dans leur Outlook pour assister à distance à ces sessions. Et puis, on a relayé aussi sur, on a des yammers, donc des sortes de communautés sur lesquelles effectivement on a relayé l'information. Donc ça, c'était pour les actions de communication. Alors, les réalisations. En fait, elles en étaient de différents ordres. On a bien sûr, en termes d'ingénierie, alors je vais parler d'ingénierie d'accompagnement, pour ne pas dire formation, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Il y a eu la conception des programmes, des supports d'ateliers, en fait, du kit complet pour les teams essentiels et avancés. Il a fallu aussi, et ça c'est un point important, bien sélectionner l'outil d'animation. En fait, pour la petite histoire, la petite anecdote, on avait commencé par l'outil Zoom, que je pense que beaucoup de gens connaissent même à titre personnel. Et puis, l'outil Zoom a été un peu, voire beaucoup décrié sur l'aspect sécuritaire. Et donc, après différents tests de solutions autres, finalement, on a décidé de retenir Teams. Donc, on forme, on accompagne sur Teams avec l'outil Teams et ça se passe très bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Teams a intégré des fonctionnalités de Zoom, comme la petite main levée pour ceux qui connaissent cette petite fonctionnalité de Zoom qui est bien utile pour prendre la main, prendre la parole. Ensuite, au niveau de l'équipe, en fait, on a commencé avec un animateur et très rapidement, on a enrichi le dispositif avec un deuxième animateur parce que le besoin, effectivement, a été assez conséquent. Et puis, crise Covid oblige, on a été aussi dans l'obligation d'assurer un backup au cas où on aurait eu une problématique de ressources, d'indisponibilité d'un des animateurs. Donc, on a eu une personne en backup qui n'a pas été sollicitée. Donc voilà, mais on a quand même voulu sécuriser le dispositif. On a également mis en place un questionnaire de satisfaction. Alors ça a été un élément très important pour nous parce que ça nous a permis aussi de capter les remontées suite aux sessions et aussi les remarques pour avoir des propositions de thématiques qui intéressaient les participants. Et ces questionnaires ont aussi permis de mettre en place des tableaux de bord qui ont servi notamment pour faire nos points de suivi réguliers et les bilans REX mensuels.
Donc ça, c'est important dans ce genre de dispositif d'avoir aussi donc l'équipe projet, bien sûr, mais aussi un dispositif qui permet de suivre le dispositif et de le faire évoluer et de voir sur un plan quantitatif et qualitatif comment cela se passe. Par exemple, à certains moments, on a fait des piqûres de rappel en termes de communication pour relancer des inscriptions. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir des sessions relativement pleines et de faire en sorte que l'ensemble des personnes puissent avoir connaissance du dispositif. Et puis en termes de contenu, on a enrichi ce qu'on appelle le kiosque digital. Donc c'est un sorte de self-care qui est à disposition de l'ensemble des agents RATP, sur lesquels ils peuvent retrouver des vidéos, des sessions, des mini-séquences tutoriels, des FAQ en texte pour effectivement aller plus loin et retrouver de l'information sur Teams. Donc, il y avait un vrai enjeu aussi de pouvoir mutualiser le travail et de faire en sorte que ce qui est produit au travers des sessions à distance puisse servir par la suite pour des personnes qui ont soit assisté aux sessions, soit qui n'ont pas pu assister aux sessions et qui veulent quand même retrouver du contenu. Et donc, dernièrement, effectivement, comme je vous l'ai indiqué, la mise en place des ateliers SAV rendez-vous collaboratifs qui sont des rendez-vous individualisés. Donc voilà, en termes de réalisation, pour bien comprendre un peu ce qui a été produit avec notre partenaire Viaduc et avec une forte implication de la RATP. Donc ça aussi, dans le cas du dispositif, c'est important que, en fait, que le client, hein, entre guillemets, soit impliqué, notamment pour que ça soit bien en phase avec les attendus et que par ailleurs, on puisse faire bien passer les messages. Par exemple, nous, on a des sujets de désadhérence des données par rapport au poste de travail, au PC. Et en fait, on a voulu vraiment mettre en avant aussi l'usage de OneDrive et effectivement amener aussi dans le changement nos agents à stocker le moins possible de choses dans le cadre de leur PC. Et puis par ailleurs, tous les usages qu'on a de partage de documents, d'échanges instantanés, etc. Voilà pour les réalisations. Donc là, vous avez un exemple de contenu en ligne qui en fait est le kiosque digital. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos agents ont un raccourci sur leur poste dans la barre des tâches qui leur permet d'accéder à ce kiosque digital qui est un self-care en fait sur lequel ils retrouvent un certain nombre de contenus vidéo, texte, tutoriel. Et puis vous avez, si vous jetez un petit coup d'œil, un petit robot qui apparaît tout en bas, qui est notre assistant virtuel, notre chatbot, qui s'appelle Tom pour la petite histoire et qui, en fait, est en capacité de répondre aussi aux agents sur la base effectivement de questionnements sur divers sujets qui ne concernent pas que les outils collaboratifs, hein. Le kiosque digital traite aussi par ailleurs tous les éléments liés au poste de travail, bureautique, mobilité, voilà. Donc ça, c'est un des exemples de contenu en ligne sur lequel effectivement Viaduc a contribué à nos côtés. Et enfin, pour terminer, ce qui serait intéressant, c'est de vous donner un peu des résultats par rapport à ce dispositif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu maintenant près de 1000 participants. Et je pense qu'en fin de dispositif, on les aura atteints. Donc ça, c'est un chiffre très appréciable parce que ça montre que en fait, le dispositif qui a été mis en place à distance a vraiment répondu à un vrai besoin de nos agents et que par la suite, le bouche à oreille a fait en sorte que les personnes puissent s'inscrire et voir s'inscrire à plusieurs ateliers. Par ailleurs, on a eu plus de 175 sessions réalisées sur la base de 2 animateurs. Donc ça aussi, il y a eu de manière intensive des sessions d'1 heure qui se sont succédées. Et puis un taux de participation qui est, je dirais exceptionnel puisqu'on a plus de 87,5% de participation. Donc très peu de déperdition en fait entre les inscrits et les participants aux sessions. Et puis une note globale de satisfaction qui est un peu à la Jacques Martin, mais qui est juste le reflet de ce qu'on a récolté au niveau des enquêtes de satisfaction, mais on est à plus de 4,7 sur 5. Et donc ça, j'en remercie aussi la qualité des animateurs qui sont intervenus et qui interviennent toujours à nos côtés pour animer les sessions, parce que c'est un facteur clé de succès également pour que effectivement les dispositifs remplissent ces objectifs. Et donc, ce qu'il faudrait retenir effectivement par rapport à ce qui a été mis en place, c'est qu'il a fallu faire preuve d'adaptation rapide, de flexibilité pour revoir notre copie.
de se dire finalement, on passe de présentiel à distance et on revoit notre copie. On a travaillé en mode transverse, hein, concrètement, et tout ça avec un engagement assez fort de notre management, qui a fait que ça a été une vraie réussite. Une montée en compétences très rapide d'animateurs externes qui ont su s'approprier l'environnement RATP. Donc ça, c'était important que les personnes qui étaient en intervention puissent bien comprendre les messages qu'on souhaitait divulguer au niveau de nos agents. Et ça, ils l'ont très bien fait. Et puis, comme on l'a indiqué, il y a une vraie participation des agents à ce dispositif avec des retours très positifs et du coup, les évaluations s'en ressentent. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas fini en fait. C'est un peu comme les épisodes de Netflix, hein, c'est à suivre. Et en fait, il y a beaucoup de pistes qui sont aujourd'hui à l'étude et qui vont nous permettre un peu de décliner ce qu'on a initié dans le cadre de ces rendez-vous collaboratifs. Donc la première chose, c'est qu'il est possible qu'on reconduise ces sessions à distance à la rentrée. Donc il y aura une pause quand même estivale, hein, du fait que les personnes prennent aussi des congés et que de toute manière, à un moment donné, dans les actions de communication, etc., il peut avoir un effet d'essoufflement. Donc c'est important aussi de se réinventer. Et du coup, ça dépend aussi du contexte. Puisque on suit l'actualité, de savoir effectivement si on a un déconfinement qui va être durable, est-ce qu'on va avoir une deuxième vague ou pas, ou d'autres événements qui feraient que voilà, il faudrait qu'on revoie la copie, en sachant que ce qui est certain, c'est que il y a un avant et un après Covid, hein, concrètement, sur même notre mode de fonctionnement et des vraies réflexions en interne sur le télétravail. Donc le lancement aussi de sessions en présentiel. Donc on n'a pas abandonné ce principe-là de proposer à un moment donné dans notre catalogue la copie initiale, hein, de se dire à un moment donné, quand tout le monde sera revenu sur site, de proposer à des managers effectivement un catalogue enrichi et de faire des sessions vraiment personnalisées par rapport à une équipe. La déclinaison des SAV rendez-vous collaboratifs, donc on y réfléchit aussi, pourquoi pas les proposer en kiosque physique. Alors qu'est-ce qu'on appelle kiosque physique? Tout à l'heure, je vous ai parlé du kiosque digital qui est le self-care et on a aussi des points de rencontre qui sont localisés, donc des kiosques sur lesquels les agents peuvent se rendre sur site et rencontrer des techniciens, des conseillers. Et donc on se dit, ça serait peut-être pas mal d'avoir aussi ce service en présentiel. Par ailleurs, on s'est dit que ça serait peut-être intelligent de se dire que quand en arrivant à la RATP intègre les services, les entités, ils puissent aussi avoir un vernis sur les outils collaboratifs. Et donc, dans son pack de bienvenue, de se dire, voilà, au même titre qu'il va faire le tour des services, des ateliers ou centres-bus ou autres, de se dire qu'il pourrait très bien aussi avoir une session de familiarisation poussée sur les outils collaboratifs. Par ailleurs, vous savez que les outils collaboratifs évoluent, hein. On a tous les jours Microsoft qui propose de nouveaux services et donc du coup, c'est important aussi d'avoir un dispositif à jour qui tient compte des nouveautés. Alors je vous dis Microsoft, mais ça pourrait être d'autres acteurs, hein, d'autres éditeurs ou d'autres solutions. Et puis un point important, je vous ai parlé du côté transverse de l'initiative qui était au début focusée SIT, donc DSI RATP, qui a été ouvert à l'ensemble des agents de la RATP. En fait, le travail, c'est aussi de continuer dans cet élan-là de passerelle, de partenariat avec d'autres initiatives qui sont menées en interne du groupe pour mutualiser les efforts et faire en sorte qu'autour des thématiques du digital, du collaboratif, on augmente notre force de frappe commune pour adresser cela de manière coordonnée auprès de l'ensemble des agents. Donc voilà, l'avenir s'écrit encore et donc on a encore de beaux jours au travers de ces initiatives de rendez-vous collaboratifs ou d'adoption de nouveaux usages. Écoutez, merci à vous, Monsieur Bouchema. Si on peut continuer à vous accompagner dans l'avenir, on en sera ravis. Je crois bien. On va poursuivre le cours de ce webinaire. Je vais passer la parole à Esmaën, qui va du coup nous parler un petit peu plus en détail du rôle de l'UGAP. Voilà. Merci Esmaën. Oui, merci. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'UGAP propose l'offre de formation professionnelle depuis 2015 et elle a permis à plus de 40 entités publiques de bénéficier de l'accompagnement de Viaduc, pour se transformer. Le marché, il est accessible donc sans condition ni délai. Le seul délai, ce sont ceux de la mise en œuvre du projet, donc qui sont propres à chaque projet.
Et il est constitué d'unités d'œuvre de telle sorte qu'ils permettent une adaptation totale du projet, également des contenus et de l'enveloppe budgétaire. C'est vraiment un jeu de Lego qu'on constitue pour répondre parfaitement à son besoin. Et il n'a pas d'autre objectif que de répondre parfaitement aux besoins. Depuis le début du marché, les projets, en fait, ils ont pris de l'envergure. Au début, on nous sollicitait un peu pour nous tester, pour voir un peu ce qu'on était capable de faire sur des petits modules e-learning de 2 minutes. Et puis, de plus en plus, ils ont pris de l'envergure et désormais, on nous sollicite sur des campagnes d'accompagnement, des projets de transformation, que ce soit des métiers ou des usages, comme là, on a pu le constater, et également des projets à fort enjeu d'image, notamment dans les services qui sont rendus usagers. Et là, par exemple, c'est exactement la mission des communes, des mairies, des conseils départementaux qui nous ont sollicités pour les aider, en fait, les accompagner à améliorer les services rendus aux usagers, moderniser un peu toute cette offre de services. Donc, ils continuent de proposer. Ça démontre, je trouve que c'est un bon indicateur, ça démontre un peu la maturité croissante de la sphère publique dans les enjeux de la modernisation et les enjeux du digital. Et la formation est quand même un levier important, que ce soit de la formation ou de l'information, et donc des solutions qui sont proposées par Viaduc. Moi, je voulais remercier la qualité du travail qui a été apporté par Viaduc depuis le début de notre partenariat. Là, c'est le 2e marché qu'on a ensemble. Et donc, c'est aussi grâce à la qualité de leur travail qu'on peut mener ce travail-là sur la sphère publique. Et donc, ça, c'était important de le souligner. Donc, voilà. Donc, l'UGAP, encore une fois, a vraiment pour objectif d'accompagner le service public à être plus moderne, à être plus efficace auprès de ses usagers et de son personnel. Voilà, c'était ma conclusion. Merci beaucoup, Esmaën. Alors, je vous propose maintenant, si vous avez des questions, je ne sais pas, vous avez un petit onglet questions à côté du chat. Je vais arrêter le partage du coup de mon écran pour qu'on poursuive avec les questions du coup. Alors, j'ai l'impression que les questions ont été posées quand même pas mal via le chat et que vous y avez apporté réponse. Marie-France, c'est ça, tu me confirmes? J'ai vu que tu as été bien active, Esmaën aussi. Merci beaucoup de votre aide. Est-ce qu'il y a des points à revoir de la présentation? Alors, ça y est, on a une question qui arrive de Richard qui nous demande si le marché est accessible pour tous les types de logiciels. Du coup, est-ce que Marie-France peut-être et Esmaën? Donc, la réponse est oui. Donc, tout type de logiciels du marché, mais également les logiciels que vous avez, vous, développés donc, en interne. Donc, Viaduc, en fait, a une expérience de plus de 30 ans, en fait, sur l'informatique et possède tous les profils, on va dire, sur les différents métiers fonctionnels, métiers sur le poste de travail et informatique. Donc, oui, ce marché-là permet d'accéder à tout type de logiciels, y compris ceux que vous avez développés en interne. Je confirme. Ok, pardon. Merci Marie-France et merci Esmaën. On a une autre question de la part de Luc qui nous demande si le marché est dédié formation ou plus large conduite du changement. Alors là, on va y répondre ensemble avec l'UGAP. Donc, ce marché est dédié formation. Donc, c'est 3 titulaires du marché qui sont présents en fait dans ce marché global. Donc, Viaduc porte le lot numéro 3 qui est autour des systèmes d'information. C'est un marché digital initialement, mais qui a la possibilité d'offrir en fait aux clients toute une démarche en mode projet, c'est-à-dire de mettre en place des actions de conseil, des actions de communication, parce que pour pouvoir faire un projet digital, il faut derrière fortement communiquer et impliquer les collaborateurs. Ce marché digital est de conception, mais qui permet également de faire de l'ingénierie pédagogique. Donc, quand on dit e-learning, c'est au sens large. Donc, ça inclut aussi tout ce qui est livrable pédagogique. C'est ce que vous avez évoqué, Monsieur Bouchema, pendant sa présentation. Et ce marché n'exclut pas la délégation de formateurs.
pour appuyer donc l'offre digitale. Aujourd'hui, nous savons qu'un dispositif 100% digital qui démarre est un peu plus contraignant, voilà, que de l'accompagner, de faire une assistance au démarrage de type blended learning, c'est-à-dire de mixer en fait le présentiel et le e-learning. Ensuite, sur le volet conduite du changement, donc là, il y a d'autres marchés. Donc là, je vais plutôt laisser la parole à Ismaël. Mais on a la possibilité d'intervenir sur de l'AMOA accompagnement. C'est-à-dire que là, on peut faire de la maîtrise. On a le cas, en fait, à la PEHP aujourd'hui. Donc, on a délégué un PMO, donc un bras droit, en fait, à la gouvernance de la PEHP qui permet de relayer toutes les informations et de mettre en place des actions avec le client en étroite collaboration et avec les intégrateurs des solutions informatiques. Et je vais laisser voilà, Ismaël expliquer pourquoi il y a un autre marché de conduite du changement qui est plutôt de la réorganisation. Oui, on n'est pas sur de la conduite du changement pure. En revanche, on accompagne cette conduite du changement grâce au e-learning et on n'est pas vraiment cantonné à la fabrication du module e-learning en lui-même. C'est ce que disait Marie-France. Effectivement, on peut intervenir en amont pour préparer, faire toute cette campagne de communication autour de l'objet même de la formation. Et puis ensuite, pour aider à l'ingénierie pédagogique et à l'adaptation des contenus dans le temps. Donc, on va dire qu'on n'est pas complètement étranger à la conduite du changement. En revanche, on reste toujours sur l'objectif de faire une formation. E-learning sur mesure. Ok, merci beaucoup. On a aussi Bruno via le chat qui nous demandait, alors je pense que ça s'adresse peut-être plutôt, pardon, oui, j'y viens après Marie-France, pas de souci, j'ai vu qu'il y en avait une autre effectivement. Tant pour moi. Je t'en prie. Donc Bruno qui nous demande si il est possible d'avoir quelques informations complémentaires au sujet du chatbot, robotisation d'une partie des réponses à partir de la base de connaissances où tout est traité par des agents. Très bien, je veux bien y répondre à cette question-là. Merci. Exactement. Donc effectivement, l'assistant virtuel, donc le chatbot qu'on nomme chez nous en interne Tom, en fait, ce ne sont pas des agents humains, physiques qui sont derrière l'assistant. Effectivement, c'est un robot concrètement, mais qui est en mode apprenant. C'est-à-dire que on a des équipes de knowledge management avec des ressources qui effectivement enrichissent, on va dire, le puits de connaissances de Tom, du chatbot, pour qu'effectivement, au regard des questions auxquelles effectivement il doit faire face, soit il est en capacité de répondre parce qu'il a les éléments qui ont été enrichis dans sa base de connaissances, donc il va apporter les éléments de réponse en direct, soit effectivement ça va être capitalisé pour dire effectivement sur ces questions-là, il n'a pas pu répondre, et donc il va falloir en interne, auprès de nos équipes, trouver les éléments d'information pour que lorsqu'il y ait ces re-questionnements, on puisse capitaliser et faire en sorte qu'il ait les éléments de réponse. Donc, il y a un vrai sujet derrière et l'entité à laquelle j'appartiens, qui est 2SU, qui est le support et les services aux utilisateurs, en fait, pour très rapidement, ce service-là a en son sein la plateforme qui répond à nos utilisateurs, la hotline, le helpdesk, pour répondre aux sollicitations, aux demandes, résoudre les incidents. Et en fait, on voit bien que l'enjeu, c'est que ce helpdesk, cette hotline, en fait, elle n'est pas 7 jours sur 7 et pas 24 heures sur 24. Et qu'à un moment donné, en situation où on veut aussi que dans la chaîne de support, on ait des sollicitations de ce helpdesk pour des questionnements à valeur ajoutée, entre guillemets, puisque c'est un coût concrètement, par ailleurs, on veut développer ce self-care, et notamment le kiosque digital dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'assistant virtuel, pour effectivement faire en sorte que ces sollicitations puissent se faire directement auprès de ce chatbot. Je ne sais pas si M. Bruno Beignet, ça répond à votre questionnement. Alors, je propose qu'on va lui laisser du coup le temps de regarder dans le chat, de nous répondre si effectivement ça lui convient.
si vous voulez bien. S'il Oui. faut, on y reviendra, hein, il n'y a pas de, Oui, pas de oui. souci. Très On bien. avait sinon une autre question de Maryse qui nous demandait comment impliquer sa gouvernance pour conduire ce changement, la convaincre de prendre ce virage. Du coup, je pense que vous pouvez aussi peut-être nous Oui, éclairer là-dessus, oui, pas de votre souci. retour d'expérience. Oui, bah en fait, je l'ai abordé, mais je vais prendre du temps parce que c'est un élément très important et je pense qu'effectivement, je parlais de l'engagement de la direction et c'est un élément important. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des accords avec Microsoft, hein, et puis acheter des solutions qui nous permettent d'avoir des outils et éventuellement faire un peu de communication. Mais ce n'est pas pour cela que ça va embarquer l'ensemble des collaborateurs dans l'usage de ces outils. Et donc, c'est important d'allier à la fois l'aspect communication à l'aspect effectivement investissement, engagement de la direction et de l'ensemble de la chaîne managériale pour se dire à un moment donné, ces outils collaboratifs répondent à un vrai besoin et à des vrais gains de productivité. Et que, en fait, quand on regarde les sujets de télétravail, si par ailleurs, concernant la RATP, on n'avait pas préparé le télétravail en dispositif nominal avec ces outils collaboratifs, on aurait été vraiment dans une plus grande difficulté dans le cadre de la crise du Covid-19. Et en fait, le fait d'avoir anticipé ces usages-là au travers du dispositif qui était réfléchi dès la fin d'année, a permis d'accompagner ce changement au mieux. Et c'est toujours important de pouvoir anticiper plutôt que de subir. Et que vis-à-vis d'une gouvernance ou d'une direction, c'est important de s'inspirer à la fois d'expériences et de faire du benchmark sur d'autres entités, soit du même secteur ou de secteurs autres, et de se dire, voilà, en gestion des risques, si je ne le fais pas, à quoi cela m'expose? Et on voit bien que dans la crise du Covid-19, on a beaucoup d'entreprises qui sont même dans les prestations de services, hein, se sont retrouvées un peu démunies et devoir en fait faire du chômage partiel parce qu'ils n'étaient pas en capacité en fait de faire du travail à distance et d'avoir des solutions avec leurs collaborateurs ou leurs clients pour proposer des choses à distance. Donc voilà, effectivement, en appliquant la gouvernance, il faut que ça soit assez factuel pour démontrer les gains et les risques si on ne le fait pas en fait. Donc, je ne sais pas si Madame Marie Geflo, ça répond à votre questionnement également. En tout cas, merci, Monsieur Bouchema. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres nouvelles questions. On a effectivement Nathalie de chez vous qui a apporté aussi un petit complément de réponse et je l'en remercie dans le chat sur le chatbot. Donc, je lui fais juste un petit clin d'œil en lui disant merci. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Pour l'instant, a priori, on n'a pas d'autres questions. Donc, si personne ne se manifeste, je vous propose qu'on clôture. On a tenu à peu près notre timing. Nous sommes à peu près 50 minutes. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous de votre participation. Et alors, une dernière petite question sur le support de la réunion. Oui, Madame Wolf, pardon, je profite d'avoir la parole pour vous répondre en direct et pas par le chat. Mais oui, bien sûr, on reviendra vers vous pour vous proposer la présentation et le replay de ce webinaire puisqu'il a été enregistré. Voilà, Marie Geflo nous a confirmé que ça répondait à sa question. Donc, pour ça, on est tranquille, je dirais. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont joints à nous et qui ont participé à ce webinaire. On espère tous, les uns comme les autres, qu'on a pu répondre à vos interrogations et vous donner peut-être des envies. Je remercie aussi nos intervenants, donc Esmaën Bardi de l'UGAP, merci Esmaën, Monsieur Bouchema de la RATP, encore merci, et puis Marie-France qui nous a accompagnés aussi ce matin pour vous faire découvrir un petit peu tout ce que l'on peut faire et ce sur quoi on peut vous accompagner. On va vous souhaiter donc une très très bonne journée et puis oui, pardon. J'ai vu une question qui est apparue. Du coup, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Alors, dans la partie question, il y avait Madame Marie Geflo qui répondait en fait pour dire que ça répondait à sa question, ce qu'on avait dit. Ce qu'avait répondu Monsieur Bouchema. Et puis, sinon, sur le chat, c'est un petit peu sur la présentation. Donc, du coup, oui, on va partager, comme je le disais, je répète, on partagera le support de présentation et le replay du webinaire à tous ceux qui nous ont suivis ce matin sans aucun problème. On va vous l'adresser soit d'ici fin de semaine, soit début de semaine prochaine.
Voilà. Bah, écoutez, du coup, je reprends où j'en étais. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve peut-être prochainement pour un nouveau webinaire, qui sait? Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée à beaucoup. Avec Bonne plaisir. journée. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.